Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un épisode pour le podcaston qui a pour objectif de mettre en avant une association dans un podcast. Et aujourd'hui, j'ai voulu recevoir à nouveau Clio Marchal, que vous avez déjà entendu dans un épisode sur la frustration. Mais aujourd'hui, pour vous parler de l'association dont elle est la fondatrice et la directrice bénévole, qui s'appelle les Bouillons de Poney, et qui a l'objectif la préservation d'un petit cheval grec qui s'appelle le cheval de Skyros. Et j'ai envie qu'elle nous partage sa philosophie de préservation, parce que ce n'est pas de la reproduction intensive, bien au contraire. Et donc c'est quelque chose qui me semblait très intéressant de toute cette réflexion autour de la préservation d'une race peu connue et avec peu d'individus. Merci Clio d'avoir accepté d'échanger avec moi aujourd'hui. Merci à toi Émilie, merci d'avoir voulu mettre en avant l'association. Et pour commencer, si tu nous présentais le cheval de Skyros. Ouais, alors le cheval de Skyros, c'est un cheval miniature, enfin il est classé comme cheval miniature parce que il a plutôt des proportions de cheval, mais il fait 1m10. Dans les critères de race, on le situe entre 1m5 et 1m15, l'idéal étant autour d'1m10. Et du coup, il est originaire de Grèce, donc de l'île éponyme Skyros. Et en fait, sa particularité, c'est qu'il a été très peu mélangé avec d'autres races. Enfin, il y a eu très très peu de mélanges pendant ces centaines, voire milliers de un poney un peu primitif. Enfin, dans la lignée des poneys primitifs, on le compare souvent aux tarpans, aux coniques, mais aussi aux Exmoor ou aux Dartmoor, qui sont des poneys natifs d'Angleterre et qui ont gardé aussi un peu ces caractéristiques primitives. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, comme il a été très peu mélangé avec d'autres choses, et en fait, il a un patrimoine génétique hyper rare, hyper vieux et hyper rare. D'accord. Mais du coup, comment tu as rencontré cette race ? Ouais, alors moi, j'ai rencontré cette race carrément par hasard. En fait, j'allais pas mal, mes parents sont fans de Grèce, et du coup, j'allais pas mal en Grèce quand j'étais jeune en vacances. Et quand j'ai fini mes études, je me suis dit que j'avais envie de rencontrer ce pays sous une autre forme que touristiquement parlant, et que j'avais envie d'aller y travailler. Et je venais de finir une licence pro de gestion de structures équestres. Enfin bref, j'étais à fond dans les poneys et je me suis dit je vais aller trouver des chevaux quelque part en Grèce et faire du volontariat pour ces chevaux-là, peu importe qui c'est et où ils sont. En gros, tant qu'il y avait des chevaux et de la Grèce, ça m'allait. Donc j'ai tapé ça sur un site de volontariat et je suis tombée sur un élevage sur l'île de Skyros. D'accord. Donc moi à l'époque je savais pas du tout ce que c'était que ces poneys, à part que ils étaient présents dans mon livre que j'avais depuis toute petite qui s'appelle 200 races de poneys et chevaux. Et ils avaient droit à une demi-page. Mais voilà, je savais pas du tout ce que c'était que ces chevaux et j'ai débarqué là-bas et j'y ai bossé tout un hiver. Et donc j'ai appris à les connaître. Et comment on passe de j'ai appris à les connaître à j'ai envie de fonder une association pour les préserver ? Ça a pris un peu de temps. En fait, moi, j'étais partie un peu dans une idée de voyager pendant plusieurs années et de me faire plein d'expériences différentes dans plein de pays différents. Donc après la Grèce, je suis partie aux États-Unis bosser avec des cow-boys. Et en fait, en revenant de Grèce, j'avais pas forcément l'idée de continuer quoi que ce soit avec le cheval de Skyros. J'avais adoré mon expérience là-bas, j'avais adoré le contact avec ces petits chevaux, mais j'étais aussi dans mes projets d'aller faire 1000 choses. J'avais pas trop le temps pour tout ça. Et en fait, ça m'a surpris parce que aux États-Unis, je pensais un peu qu'à ça. Je pensais qu'à ces petits chevaux et j'en parlais tout le temps. Et du coup, je me suis un peu posé la question de pourquoi je pensais qu'à ça alors que j'avais pas vraiment l'impression d'avoir prévu quoi que ce soit avec ces chevaux-là. Et en fait, je pense que ça m'a vachement touchée parce que la Grèce, c'est un pays qui est quand même très particulier où ils ont beaucoup de difficultés, tant financières que plein d'autres choses en fait. Je veux dire, le pays est pas dans une situation très favorable en ce moment. Et du coup, de tomber de leur patrimoine, alors qu'ils ont zéro aide, que tout est galère parce qu'ils sont sur une île qui est hyper loin de tout,
Du coup, tout est très cher, tout est très compliqué. Enfin, c'est vraiment pas comme avoir un cheval en France. Avoir un cheval à Skiros, c'est encore pire un élevage. Il faut faire venir ton foin de l'autre bout de la Grèce. Déjà, il n'y a pas d'herbe en Grèce, donc faire du foin, c'est compliqué. Donc, le faire venir en plus sur une île qui est loin, parce que c'est même pas une île qui est atteignable facilement depuis Athènes. C'est une île qui est vraiment à l'est de la Grèce. Et du coup, il faut déjà traverser une bonne partie de la Grèce en direction de Thessalonique pour ensuite prendre un bateau. Enfin, tout est très laborieux. Et en fait, je me disais, c'est fou parce que ces gens, ils sont là-bas, ils se démènent pour sauver leurs poneys et personne ne sait qu'ils existent et personne ne connaît ces poneys-là. Ouais. Et en fait, si personne les aide, ils vont s'épuiser et puis à un moment, il y aura plus de poneys. Donc j'ai commencé à mûrir l'idée de faire connaître le cheval de Skiros. Il y avait vraiment pas d'idée de reproduction à la base, il y avait juste cette idée de faire connaître la race en France, avec cet objectif que si plus de gens connaissent le cheval de Skiros en France, il y aura une demande plus importante et donc potentiellement on pourrait ramener des chevaux de là-bas et donc continuer à faire vivre leurs élevages. Ouais. Donc l'idée de base, c'était vraiment se dire, je veux encourager la survie de cette race sur place, enfin dans son bassin d'origine, quoi. Ouais, l'idée c'était vraiment d'aider les élevages sur place. Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un épisode pour le podcaston qui a pour objectif de mettre en avant une association dans un podcast. Et aujourd'hui, j'ai voulu recevoir à nouveau Clio Marchal, que vous avez déjà entendu dans un épisode sur la frustration. Mais aujourd'hui, pour vous parler de l'association dont elle est la fondatrice et la directrice bénévole, qui s'appelle Bouillon de Poney, et qui a l'objectif la préservation d'un petit cheval grec qui s'appelle le cheval de Skiros. Et j'ai envie qu'elle nous partage sa philosophie de préservation, parce que ce n'est pas de la reproduction intensive, bien au contraire. Et donc c'est quelque chose qui me semblait très intéressant de toute cette réflexion autour de la préservation d'une race peu connue et avec peu d'individus. Merci Clio d'avoir accepté d'échanger avec moi aujourd'hui. Merci à toi Émilie, merci d'avoir voulu mettre en avant l'association. Et pour commencer, si tu nous présentais le cheval de Skiros. Ouais, alors le cheval de Skiros, c'est un cheval miniature, enfin il est classé comme cheval miniature parce que il a plutôt des proportions de cheval, mais il fait 1m10. Dans les critères de race, on le situe entre 1m5 et 1m15, l'idéal étant autour d'1m10. Et du coup, il est originaire de Grèce, donc de l'île éponyme Skiros. Et en fait, sa particularité, c'est qu'il a été très peu mélangé avec d'autres races. Enfin, il y a eu très très peu de mélanges pendant ces centaines, voire milliers de poneys un peu primitifs. Enfin, dans la lignée des poneys primitifs, on le compare souvent aux tarpans, aux coniques, mais aussi aux Exmoor ou aux Dartmoor, qui sont des poneys natifs d'Angleterre et qui ont gardé aussi un peu ces caractéristiques primitives. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, comme il a été très peu mélangé avec d'autres choses, et en fait, il a un patrimoine génétique hyper rare, hyper vieux et hyper rare. D'accord. Mais du coup, comment tu as rencontré cette race ? Ouais, alors moi, j'ai rencontré cette race carrément par hasard. En fait, j'allais pas mal, mes parents sont fans de Grèce, et du coup, j'allais pas mal en Grèce quand j'étais jeune en vacances. Et quand j'ai fini mes études, je me suis dit que j'avais envie de rencontrer ce pays sous une autre forme que touristiquement parlant, et que j'avais envie d'aller y travailler. Et je venais de finir une licence pro de gestion de structures équestres. Enfin bref, j'étais à fond dans les poneys et je me suis dit je vais aller trouver des chevaux quelque part en Grèce et faire du volontariat pour ces chevaux-là, peu importe qui c'est et où ils sont. En gros, tant qu'il y avait des chevaux et de la Grèce, ça m'allait. Donc j'ai tapé ça sur un site de volontariat et je suis tombée sur un élevage sur l'île de Skiros. D'accord. Donc moi à l'époque je savais pas du tout ce que c'était que ces poneys, à part que ils étaient présents dans mon livre que j'avais depuis toute petite qui s'appelle 200 races de poneys et chevaux. Et ils avaient droit à une demi-page. Mais voilà, je savais pas du tout ce que c'était que ces chevaux et j'ai débarqué là-bas et j'y ai bossé tout un hiver. Et donc j'ai appris à les connaître. Et comment on passe de j'ai appris à les connaître à j'ai envie de fonder une association pour les préserver ? Ça a pris un peu de temps. En fait, moi, j'étais partie un peu dans une idée de voyager pendant plusieurs années et de me faire plein d'expériences différentes dans plein de pays différents. Donc après la Grèce, je suis partie aux États-Unis bosser avec des cow-boys. Et
En fait, en revenant de Grèce, j'avais pas forcément l'idée de continuer quoi que ce soit avec le cheval de Skiros. J'avais adoré mon expérience là-bas, j'avais adoré le contact avec ces petits chevaux, mais j'étais aussi dans mes projets d'aller faire 1000 choses. J'avais pas trop le temps pour tout ça. Et en fait, ça m'a surpris parce que aux États-Unis, je pensais un peu qu'à ça. Je pensais qu'à ces petits chevaux et j'en parlais tout le temps. Et du coup, je me suis un peu posé la question de pourquoi je pensais qu'à ça alors que j'avais pas vraiment l'impression d'avoir prévu quoi que ce soit avec ces chevaux-là. Et en fait, je pense que ça m'a vachement touchée parce que la Grèce, c'est un pays qui est quand même très particulier où ils ont beaucoup de difficultés, tant financières que plein d'autres choses en fait. Enfin, je veux dire, le pays est pas dans une situation très favorable en ce moment. Et du coup, de tomber de leur patrimoine alors qu'ils ont zéro aide, que tout est galère parce qu'ils sont sur une île qui est hyper loin de tout. Du coup, tout est très cher, tout est très compliqué. Enfin, c'est vraiment pas comme avoir un cheval en France. Avoir un cheval à Skiros, c'est encore pire un élevage. Il faut faire venir ton foin de l'autre bout de la Grèce. Déjà, il n'y a pas d'herbe en Grèce, donc faire du foin, c'est compliqué. Donc, le faire venir en plus sur une île qui est loin, parce que c'est même pas une île qui est atteignable facilement depuis Athènes. C'est une île qui est vraiment à l'est de la Grèce. Et du coup, il faut déjà traverser une bonne partie de la Grèce en direction de Thessalonique pour ensuite prendre un bateau. Enfin, tout est très laborieux. Et en fait, je me disais, c'est fou parce que ces gens, ils sont là-bas, ils se démènent pour sauver leurs poneys et personne ne sait qu'ils existent et personne ne connaît ces poneys-là. Ouais. Et en fait, si personne les aide, ils vont s'épuiser et puis à un moment, il y aura plus de poneys. Donc j'ai commencé à mûrir l'idée de faire connaître le cheval de Skiros. Il y avait vraiment pas d'idée de reproduction à la base, il y avait juste cette idée de faire connaître la race en France, avec cet objectif que si plus de gens connaissent le cheval de Skiros en France, il y aura une demande plus importante et donc potentiellement on pourrait ramener des chevaux de là-bas et donc continuer à faire vivre leurs élevages. Ouais. Donc l'idée de base, c'était vraiment se dire, je veux encourager la survie de cette race sur place, enfin dans son bassin d'origine, quoi. Ouais, l'idée c'était vraiment d'aider les élevages sur place. Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un épisode pour le podcaston qui a pour objectif de mettre en avant une association dans un podcast. Et aujourd'hui, j'ai voulu recevoir à nouveau Clio Marchal, que vous avez déjà entendu dans un épisode sur la frustration. Mais aujourd'hui, pour vous parler de l'association dont elle est la fondatrice et la directrice bénévole, qui s'appelle Bouillon de Poney, et qui a l'objectif la préservation d'un petit cheval grec qui s'appelle le cheval de Skiros. Et j'ai envie qu'elle nous partage sa philosophie de préservation, parce que ce n'est pas de la reproduction intensive, bien au contraire. Et donc c'est quelque chose qui me semblait très intéressant de toute cette réflexion autour de la préservation d'une race peu connue et avec peu d'individus. Merci Clio d'avoir accepté d'échanger avec moi aujourd'hui. Merci à toi Émilie, merci d'avoir voulu mettre en avant l'association. Et pour commencer, est-ce que si tu nous présentais le cheval de Skiros? Ouais, alors le cheval de Skiros, c'est un cheval miniature, enfin il est classé comme cheval miniature parce que il a plutôt des proportions de cheval, mais il fait 1m10. Dans les critères de race, on le situe entre 1m5 et 1m15, l'idéal étant autour d'1m10. Et du coup, il est originaire de Grèce, donc de l'île éponyme Skiros. Et en fait, sa particularité, c'est qu'il a été très peu mélangé avec d'autres races. Enfin, il y a eu très très peu de mélanges pendant ces centaines, voire milliers de poneys un peu primitifs. Enfin, dans la lignée des poneys primitifs, on le compare souvent aux tarpans, aux coniques, mais aussi aux Exmoor ou aux Dartmoor, qui sont des poneys natifs d'Angleterre et qui ont gardé aussi un peu ces caractéristiques primitives. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, comme il a été très peu mélangé avec d'autres choses, et en fait, il a un patrimoine génétique hyper rare, hyper vieux et hyper rare. D'accord. Mais du coup, comment tu as rencontré cette race? Ouais, alors moi, j'ai rencontré cette race carrément par hasard. En fait, j'allais pas mal, mes parents sont fans de Grèce, et du coup, j'allais pas mal en Grèce quand j'étais jeune en vacances. Et quand j'ai fini mes études, je me suis dit que j'avais envie de rencontrer ce pays sous une autre forme que touristiquement parlant, et que j'avais envie d'aller y travailler.
Et je venais de finir une licence pro de gestion de structures équestres. Enfin bref, j'étais à fond dans les poneys et je me suis dit je vais aller trouver des chevaux quelque part en Grèce et faire du volontariat pour ces chevaux-là, peu importe qui c'est et où ils sont. En gros, tant qu'il y avait des chevaux et de la Grèce, ça m'allait. Donc j'ai tapé ça sur un site de volontariat et je suis tombée sur un élevage sur l'île de Skyros. D'accord. Donc moi à l'époque je savais pas du tout ce que c'était que ces poneys, à part que ils étaient présents dans mon livre que j'avais depuis toute petite qui s'appelle 200 races de poneys et chevaux. Et ils avaient droit à une demi-page. Mais voilà, je savais pas du tout ce que c'était que ces chevaux et j'ai débarqué là-bas et j'y ai bossé tout un hiver. Et donc j'ai appris à les connaître. Et comment on passe de j'ai appris à les connaître à j'ai envie de fonder une association pour les préserver? Et ça a pris un peu de temps. En fait, moi, j'étais partie un peu dans une idée de voyager pendant plusieurs années et de me faire plein d'expériences différentes dans plein de pays différents. Donc après la Grèce, je suis partie aux États-Unis bosser avec des cow-boys. Et en fait, en revenant de Grèce, j'avais pas forcément l'idée de continuer quoi que ce soit avec le cheval de Skyros. J'avais adoré mon expérience là-bas, j'avais adoré le contact avec ces petits chevaux, mais j'étais aussi dans mes projets d'aller faire 1000 choses. J'avais pas trop le temps pour tout ça. Et en fait, ça m'a surpris parce que aux États-Unis, je pensais un peu qu'à ça. Je pensais qu'à ces petits chevaux et j'en parlais tout le temps. Et du coup, je me suis un peu posé la question de pourquoi je pensais qu'à ça alors que j'avais pas vraiment l'impression d'avoir prévu quoi que ce soit avec ces chevaux-là. Et en fait, je pense que ça m'a vachement touchée parce que la Grèce, c'est un pays qui est quand même très particulier où ils ont beaucoup de difficultés tant financières que plein d'autres choses en fait. Enfin, je veux dire, le pays est pas dans une situation très favorable en ce moment. Et du coup, de tomber de leur patrimoine alors qu'ils ont zéro aide, que tout est galère parce qu'ils sont sur une île qui est hyper loin de tout. Du coup, tout est très cher, tout est très compliqué. Enfin, c'est vraiment pas comme avoir un cheval en France, avoir un cheval à Skyros, ou encore pire, un élevage. Il faut faire venir ton foin de l'autre bout de la Grèce. Déjà, il n'y a pas d'herbe en Grèce, donc faire du foin, c'est compliqué. Donc, le faire venir en plus sur une île qui est loin, parce que c'est même pas une île qui est atteignable facilement depuis Athènes. C'est une île qui est vraiment à l'est de la Grèce, et du coup, il faut déjà traverser une bonne partie de la Grèce en direction de Thessalonique pour ensuite prendre un bateau. Enfin, tout est très laborieux. Et en fait, je me disais, c'est fou parce que ces gens, ils sont là-bas, ils se démènent pour sauver leurs poneys et personne ne sait qu'ils existent et personne ne connaît ces poneys-là. Ouais. Et en fait, si personne les aide, ils vont s'épuiser et puis à un moment, il y aura plus de poneys. Donc j'ai commencé à mûrir l'idée de faire connaître le cheval de Skyros. Il y avait vraiment pas d'idée de reproduction à la base, il y avait juste cette idée de faire connaître la race en France avec cet objectif que si plus de gens connaissent le cheval de Skyros en France, il y aura une demande plus importante et donc potentiellement on pourrait ramener des chevaux de là-bas et donc continuer à faire vivre leurs élevages. Ouais. Donc l'idée de base, c'était vraiment se dire je veux encourager la survie de cette race sur place, enfin dans son bassin d'origine, quoi. Ouais, l'idée c'était vraiment d'aider les élevages sur place en vidant leur stock, Oui. en faisant de la place, quoi. Ouais. Non, parce que moi, quand j'y étais, on a beaucoup discuté de ça avec la personne qui m'a accueilli là-bas. En fait, ils sont arrivés aux limites de leur capacité. Ils ont trop de chevaux. Ils ont du mal à les nourrir, ils ont pas assez de surface, et du coup, ils peuvent pas forcément produire beaucoup plus que ce qu'ils font, et là, ce qu'ils font, c'est vraiment pas grand-chose. Parce qu'il y a combien de chevaux de Skyros sur l'île et en tout dans le monde? Alors, ça dépend un peu des calculs, parce qu'en fait, ça dépend un peu de ce qu'on considère comme un cheval de Skyros, mais en général, tout le monde est à peu près d'accord sur le fait qu'il en reste entre 250 et 300 dans le monde. Et donc, si on fait le calcul, il y en a une petite vingtaine en Écosse, il y en a maintenant 14 en France, et tout le reste est en Grèce. Donc, il y en a entre 220 et 280 en Grèce, quoi. Ouais, donc ça reste une toute petite population. Et en même temps, ils n'arrivent pas finalement à avoir de débouchés pour leur poulain, quoi. Ouais. En fait, l'histoire du cheval de Skyros, elle est assez particulière et du coup, d'un côté, c'est normal qu'ils aient pas de débouchés. Je suis pas sûre qu'ils en cherchent. Moi, je pense que je suis un peu arrivée avec mes idées colonisatrices j'ai une solution pour vous et je vais vous aider et avec mes grandes idées, mais je me suis confrontée à un culturel hyper important. Sur l'île, le cheval de Skyros, il est partout. Il est que les gens aiment les chevaux ou pas. Le poney, c'est leur culture, quoi. Et du coup, les faire quitter l'île, c'est quelque chose de très compliqué.
Donc en fait, il y a un peu ce double truc où oui, il faudrait un débouché pour qu'ils puissent produire, réouvrir des lignées, enrichir le patrimoine génétique et ainsi de suite. Et à la fois, il n'y a pas vraiment cette envie d'exporter non plus à tout va et d'envoyer des chevaux partout, quoi. Oui, donc c'est difficile de se positionner quand on se dit j'ai envie de les aider, mais comment je fais, quoi. Ouais. Puis surtout, en fait, c'est très difficile de valoriser quelque chose qu'on n'a pas sur place. Enfin, moi, au début, j'étais un peu partie dans cette optique-là de me dire, je vais communiquer en France sur ces chevaux-là et sur ces élevages, et du coup, ça va les faire connaître et ça va les aider, ne serait-ce qu'en ayant plus de dons ou du coup plus de moyens. Enfin voilà. Mais en fait, bon, déjà, je suis pas une reine de la com, donc je sais pas du tout pourquoi je m'étais dit que ça marcherait. Et en plus, il y a quand même un truc où, enfin, parler aux gens de chevaux qui sont en Grèce, qui verront jamais, avec seulement les photos que les éleveurs pouvaient m'envoyer une fois de temps en temps, c'était, enfin, ça marche pas, quoi. Ouais, c'est pas évident. Ça marche pas. Non. Et c'est à ce moment-là qu'a été créé Bouillon de Poney, ou comment ça s'est passé, du coup, à partir de là? Ouais, Bouillon de Poney, c'est né au tout début pour ce projet-là. Alors après, moi, j'étais jeune, je me disais que Bouillon de Poney, on ferait ça, et puis après, une fois qu'on aurait sauvé ce poney-là, on irait faire d'autres projets. Du coup, Bouillon de Poney, il y avait un peu un côté incubateur de projet. Maintenant, je suis plus vieille et du coup, c'est plus du tout le plan et je vais rester sur le cheval de Skiros et ça sera très bien. Mais du coup, tout ça pour dire que Bouillon de Poney, ça a évolué. Ça a été d'abord cette idée de promouvoir le cheval de Skiros. Ensuite, il y a eu cette idée d'en ramener en France pour aider à la promotion et du coup, toute la mise en place du programme de reproduction dont on parlera. Ensuite, j'ai développé il y a eu toute la naissance du collectif. En fait, pendant longtemps, Bouillon de Poney, c'était aussi un collectif de professionnels qui travaillaient ensemble, justement pour aider les clients, pour avoir une sorte d'approche globale du cheval, pour pouvoir aller plus loin. Et du coup, on faisait toujours un peu un lien quand même avec les Skiros parce qu'ils nous servaient un peu de cobayes, les Skiros. C'était les troupeaux qu'on avait à la maison, là, c'était vraiment notre point de ralliement entre professionnels, quoi. On se faisait des journées où on bossait sur eux tout ensemble, c'était trop chouette. Puis bon, le collectif c'est fini et maintenant c'est vraiment recentré sur la protection du cheval de Skiros. Ok. Et donc, du coup, d'où est venu ce programme de reproduction? Alors en fait, quand j'ai commencé à vouloir valoriser, promouvoir le cheval de Skiros, parce qu'on en avait beaucoup parlé avec les éleveurs grecs et parce que c'est vraiment quelque chose qui me semble hyper pertinent, l'idée c'était de travailler dans le soin accompagné par le cheval, parce que c'est pour moi le meilleur débouché qu'on puisse leur trouver. Et du coup, à l'époque, je travaillais avec le domaine d'Hippios, qui était hyper ouverte au projet. Et elle me disait, écoute, c'est bien sympa, il a l'air mignon ton poney, mais en fait, je peux pas me projeter. Moi, je les connais pas, j'en ai jamais vu. Il m'en faudrait un, quoi, pour pouvoir voir ce qu'on peut vraiment faire avec en thérapie. Et du coup, en 3 semaines, on a monté le projet d'aller chercher 2 chevaux en Écosse. Ah oui, en 3 semaines. Alors, on est allé en 3 semaines. Et du coup, on est allé en Écosse parce que c'était plus près que la Grèce, plus facile, il y a moins de frontières à traverser. À l'époque, il n'y avait pas encore le Brexit, donc en plus, c'était dans l'Union européenne. Et moi, j'ai pas mal de contacts en Écosse parce que je suis moitié écossaise. Donc, c'est un voyage qui est facile pour moi. Donc, on a trouvé une voiture, on a trouvé un van parce qu'on n'avait rien du tout. Et en fait, l'éleveuse écossaise qui a quelques chevaux là-bas, hyper emballée par le projet, elle a proposé de nous offrir un poney. Ah oui, ouais. Carrément. Ouais, elle était vraiment dans cette idée de promotion du cheval. Pareil, plus il voyage, plus les gens en entendent parler et mieux ce sera pour lui. Donc elle nous a dit, venez, puis on verra ensemble lequel vous convient le mieux. Enfin, je sais pas, elle en avait 4 ou 5 à nous proposer et elle nous a dit, je vous en donne un. Et finalement, elle nous en a donné 2. Ah oui. Elle voulait pas qu'il fasse le voyage tout seul et puis elle trouvait le projet vraiment chouette, donc elle nous en a donné 2. Ouais. Et donc nous, on a fait le choix de ramener des hongres. Parce qu'en fait, on voulait pas tout de suite partir dans un projet de reproduction. On voulait justement rester dans cette idée de, en fait, pour pouvoir reproduire, il faut avoir un débouché ensuite, pour pas se retrouver dans la même situation que les Grecs, justement. Et donc, pour avoir un débouché, il faut le tester un peu, ce poney. Il faut le mettre dans les mains de gens qui savent faire des choses avec, et il faut voir à quoi il est bon. Peut-être qu'on se plante complètement sur la thérapie, peut-être que ça va pas marcher. Et donc, on s'est dit, en fait, si on ramène une jument, on va avoir envie de faire des poulains. Du coup, elle avait des hongres et on s'est dit, on va ramener un hongre, comme ça, il y aura pas de question de reproduction, ce sera juste des petits chevaux prêts à travailler et puis on va voir ce qu'on fait avec eux, quoi. Donc, on a ramené Achille et Orion, qui étaient les 2 premiers Skiros à mettre le pied en France, le sabot en France. Et ils avaient 2 ans tous les 2. Donc, Achille, ça, c'était en 2014. Ouais, ça fait quelques années. Mars 2014, on va fêter bientôt, ouais.
bientôt les 12 ans, ouais. Ouais. Et du coup, Achille, il a rejoint le domaine d'Hippios et on a monté tout un projet avec Sophie Olivetti qui gère le domaine pour qu'il puisse accompagner une personne qui était en fauteuil, des difficultés moteurs et un peu neuro. Et donc, en fait, elle avait beaucoup de mal. Elle faisait de l'équithérapie, ça lui faisait du bien, mais elle avait beaucoup de mal avec le côté Shetland. Parce qu'en fait, étant en fauteuil, elle manipulait plus de grands chevaux, elle manipulait que des poneys. Et en fait, elle avait fait beaucoup de sport, elle avait des grands chevaux de sport. Elle était un peu, elle se sentait un peu infantilisée, en fait, avec le côté Shetland. Et du coup, Achille, ça a été un super compromis parce que comme c'est un cheval miniature, bah du coup, ça lui rappelait vachement le contact avec un cheval. Dans et ça lui a permis comme dans le physique ou Ouais, les deux. Ouais. Donc elle s'y est vite attachée et moi je l'ai bossé pendant 1 an et demi quasiment pour l'habituer au fauteuil, pour l'habituer à être manipulée, à faire tout et n'importe quoi par quelqu'un en fauteuil, quoi. Donc ça c'était vraiment un super projet. Et Orion, le deuxième, lui, il est parti chez Julie qui fait de la médiation. Et qui du coup elle lui a laissé le temps de grandir. Achille, c'est pareil, hein, on l'a travaillé tout doucement au début, mais voilà, elle l'a travaillé tout doucement, puis elle l'a débourré et maintenant il l'accompagne toujours dans ses séances de médiation. Ils ont confirmé que c'était des bons chevaux de médiation. Eh ben ouais, ouais, carrément. En fait, de par leur format déjà, parce que mine de rien, le fait qu'ils soient petits, bon bah c'est pratique pour les enfants, mais c'est aussi très pratique pour les gens qui ont un peu peur des chevaux. Moi, je m'en rends compte tous les jours. Déjà, mon compagnon, c'est mon premier exemple, il avait très peur des chevaux, il aimait pas ça du tout. Et en fait, il s'est vachement attaché aux poneys et maintenant, il leur fait hyper confiance. Et il y a un truc c'est beaucoup plus accessible qu'un grand cheval et beaucoup moins effrayant. Et ensuite, en termes de caractère, c'est impressionnant parce que c'est des chevaux qui sont peu domestiqués. Ils sont encore semi-sauvages sur l'île de Skyros. Alors, moi, ceux que j'ai ramenés, évidemment, ils sont tout à fait... ils sont manipulés et il n'y a pas de souci. Mais on sent que, c'est vraiment une race primitive. Ils sont beaucoup moins sélectionnés et beaucoup moins habitués à vivre avec l'humain et à céder à l'humain, on va dire, que d'autres chevaux. Encore très cheval, quoi. Eh ben, ouais. Alors, j'ai envie de dire oui, et à la fois, moi, tous les chevaux que j'ai connus sont pas comme ça, justement. D'accord. Donc, ça me... Oui, j'imagine qu'ils sont très... ce qu'était le cheval avant... que nous, humains, on vienne mettre notre nez dedans, quoi. D'accord. Mais bizarrement, c'est aussi les chevaux les plus sociaux que je connaisse. Enfin, ils sont tout le temps en recherche d'interaction humaine. Ils vont quasiment tout le temps choisir l'humain à quoi que ce soit d'autre. Ah ouais. Et c'est d'ailleurs un problème, et c'est ce qui m'a amené ensuite, moi, à évoluer dans ma pratique. Mais ils ont vraiment un truc de recherche d'interaction. Ouais, c'est impressionnant de se dire... Il n'y a pas besoin de forcer quelque chose. Finalement, l'intérêt envers l'humain, il est là, quoi. Ouais, ce serait intéressant de se poser la question de est-ce qu'il y a vraiment un lien. En fait, j'ai pas eu beaucoup l'occasion, moi, de fréquenter d'autres races primitives. J'ai fréquenté... Enfin, non, même pas. Du coup, ça m'intéresserait de savoir si c'est un trait de caractère assez commun ou si c'est vraiment juste eux. Question. Ça, je sais pas, mais en tout cas, j'ai bossé dans pas mal d'élevages, j'ai fréquenté pas mal de poulains. Et j'en ai fait naître, du coup, des Skyros, j'en ai fait naître 8 à la maison. Les 8, au bout de... 1 heure après être debout, ils étaient sur mes genoux, quoi. Ah oui. Alors que... tu vois, ils étaient intéressés, quoi. Il y a quelque chose, la mère, pareil. En fait, parce que la mère était là, le poulain était là. Et c'était vraiment pas une... moi, j'étais là avec mes grands principes de il faut pas toucher le poulain avant quelques jours, il faut lui laisser le temps de créer le lien avec la mère et tout. Et en fait, je me suis fait agresser par des poulains d'1 heure... qui était en train de me monter dessus en se disant elle a l'air sympa celle-là, il paraît qu'en plus elle gratte, vas-y. C'est quoi. cool. Ouais. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui connaissent des races primitives, faut pas hésiter à nous faire un retour à Clio ou à moi sur ce sujet. Si vous avez des retours d'expérience pour comparer. Ouais, carrément. Et donc de là, c'est validé pour la médiation. Et c'est à partir de ce moment-là où vous avez dit on va peut-être aller chercher des juments et des entiers, où il y a eu ouais. C'est ça. En fait, on s'est dit on s'est pas planté, ça a l'air de marcher pour la médiation. Et puis surtout, il commençait à y avoir un peu des gens qui m'en demandaient. Et il y avait aussi cette idée que c'est quand même beaucoup plus facile de communiquer sur une race quand on a des poulains, simplement parce qu'un poulain c'est trop mignon. Du coup, voilà. Donc on s'est dit allons-y. Et donc ça a pris beaucoup de temps, mais on a monté un gros projet. Ça a pris 3 ans à peu près. Mais on a monté un gros projet et on a fait venir cette fois 4 chevaux. Ouais.
de Grèce. Ok. Donc de Skyros directement. Eh ben non. J'aurais bien aimé. Ah. Ça aurait dû être de Skyros. C'était prévu comme ça. En fait, à la base, on devait en ramener 6. Ouais. 5 ou 6. Et on devait ramener... Donc, les juments qu'on a ramenées, elles étaient pleines. Ça, c'était le plan pour ramener le plus de lignées possible. En fait, l'idée, c'était de ramener 2 entiers et 3, voire 4 juments pleines, d'autres entiers. Mais bon, finalement, après de longues Skyros, du coup, on s'est rabattu sur un élevage à Corfou, chez qui on devait déjà prendre 2 chevaux, mais bon, finalement, on en a pris 3. Et on a pris un entier ailleurs parce qu'il avait une super lignée et que l'éleveuse voulait s'en séparer. Enfin bref. Donc on en avait déjà un prévu d'ailleurs. Mais du coup, non, ils sont pas venus de Skyros. Enfin, originellement, ils viennent de Skyros, mais ils sont venus de Corfou. Ouais, c'était trop compliqué de les ramener de l'île. Ouais, c'était... Ouais, il y avait plein de choses en jeu et bref, ça s'est pas fait, quoi. Et je pense là comme ça, vos interlocuteurs sur place, du coup, est-ce que vous avez des échanges avec, je sais pas, s'il y a une association de races, quelque chose comme ça? Ouais, alors, pour être honnête, moi, mes contacts avec Skyros, ils se sont un peu brouillés suite à ça. Et du coup, là, on est plutôt en train de... On a laissé passer du temps, pas mal de temps. Et là, on est plutôt en train de reprendre doucement des rapports parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde, en fait. Ouais. Mais à l'époque, moi, mes contacts principaux, c'était l'élevage pour lequel j'avais bossé, avec qui, à qui on devait prendre des chevaux. Et en fait, c'est un peu pour eux, moi, à la base, que j'avais monté ce projet-là. Par eux, j'avais un peu des contacts aussi avec l'autre élevage, au cas où j'avais besoin de chevaux en rab. Et j'avais quelques contacts avec la Skyrian Horse Society, qui est un peu l'association du cheval de Skyros là-bas sur place, qui est en charge de, comment on dit, de tenir le registre, quoi, avec tous les Skyros, et les différentes lignées, les généalogies, tout ça. Et qui essaye de de créer le studbook. Parce qu'en fait, le problème, c'est que le cheval de Skyros, tout le monde le connaît, mais le studbook officiel n'existe pas vraiment. Ouais. C'est pas évident non plus. C'est pas évident. Déjà, tout ce qui est administratif en Grèce, c'est pas évident. Mais en plus, rien que sur l'île de Skyros, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les critères de race. Donc en fait, à chaque fois que ça avance d'un côté, ça recule de l'autre. Enfin voilà. J'ai pas de nouvelles depuis quelques temps, mais donc je pense qu'ils ont quand même avancé sur le sujet. Mais je sais qu'à l'époque, c'était vraiment un gros problème, quoi. Parce que, en fait, les Grecs, mais comme beaucoup de gens qui sont peu... ils n'ont pas du tout la même culture de l'équitation que nous. Le cheval, c'est pas forcément un animal de loisir. Enfin, ils ont pas d'herbe, en fait. Donc, de base, ils ont beaucoup moins de chevaux. Et surtout, il y a pas cette culture cavalière comme nous, on peut avoir, ou les Anglais, ou les Allemands. Donc, les Grecs, ils ont leurs chevaux qui vivent en semi-liberté. Ils les récupéraient, ils s'en servaient la moitié de l'année. Et puis, pour la repro, c'était un peu en fonction des affinités, quoi. Mon plus bel entier, ma plus belle jument, on les met ensemble et puis on voit. Et puis après, il y a des gens qui sont venus, qui avaient un peu plus de choses comme ça, qui ont commencé à mettre le nez dedans et du coup à vouloir orienter un peu les saillies. Mais du coup, il y a beaucoup de choses, on ne sait pas si, en fait, les chevaux de Skyros de maintenant sont comme ça parce que la sélection par les éleveurs a été faite comme ça et qui sont un peu tous consanguins et tous, enfin voilà, c'est une population très réduite. Donc en fait, il a un peu toutes les tares aussi d'une population très réduite consanguine qui vit sur une toute petite île avec très peu à manger. Il faut réussir à déterminer qu'est-ce qui est vraiment le cheval de Skyros originel et qu'est-ce qui est des erreurs de sélection, des petits loupés par-ci par-là. C'est jamais facile. C'est ça. Genre, je sais que sur la robe grise, par exemple, ils n'arrivaient pas à tomber d'accord. Est-ce que le gris est autorisé chez le cheval de Skyros? Pour certains, oui. Pour d'autres, en fait, comme c'est un cheval primitif, c'est principalement du bai, du noir, éventuellement un peu d'alezan. Et les quelques chevaux gris qu'il y a là-bas, ce serait du coup issu de croisement. Donc, compliqué. Donc ouais, tout est compliqué, tout est long. Ouais. Après, voilà, on est sur aussi un animal qui fait un poulain par an, enfin quelque part. C'est long. Enfin, c'est un temps long, quoi, la reproduction d'une race, je pense. Ouais. Oui, carrément. Et donc, c'est comme ça que les premières juments et entiers sont arrivés en France. Oui. Ouais. Du coup, ça, c'était en mars 2017. Mars, ça a toujours été un gros mois pour Bouillon de Poney. Ouais. Mais ouais, mars 2017, on a eu 2 juments pleines et 2 entiers qui sont arrivés dans le Trièves, du coup, là où j'habite maintenant. Ok. Moi, à l'époque, j'étais à Lyon et eux, ils sont arrivés là avant moi. Et donc là,
sont arrivés en 2017, on est en 2026, il y a eu Ah, 8 poulains. ouais. Il y a eu, si mes calculs sont bons, il y a eu Tu m'as dit 8 poulains. naissances tout à l'heure, mais... Ouais, il me semble que c'est ça. Ouais. Ouais. Du coup, finalement, c'est très peu. Ça fait quoi? À peine, enfin, un poulain par an? Ouais. Dans une dynamique de préservation, ma première réaction, je me dis, bah, il faut qu'on fasse naître des poulains. Et vous n'avez pas fait ce choix-là sur l'association. Est-ce que tu pourrais un peu nous dire, quoi, c'est cette philosophie-là? Enfin, je pense qu'on a déjà un peu une idée par rapport à ce que tu nous as dit avant, mais peut-être expliquer Eh tout ça. ouais, il y a plusieurs choses en fait. Bon, la première, c'est qu'on voulait pas produire pour produire. On voulait produire seulement des poulains enfin, à qui on pouvait assurer une belle vie. Donc, à qui on pouvait trouver une famille, un travail. Parce que c'est pareil, dans ce projet de valorisation de la race et de promotion de la race, l'idée, c'était pas de faire des poneys qui vont devenir des tondeuses ou qui vont être le poney, je sais pas, d'un enfant dans une famille. Enfin, ce qui est très bien, mais qui est pas notre objectif. Notre objectif, c'était que nos poneys, ils travaillent et du coup, nous faire des retours, enfin, qu'on puisse un peu voir si on s'est quand même pas planté et sur qui on puisse communiquer derrière. Oui. Donc il y a vraiment cette idée-là, on est très sélectif et du coup, on voulait pas se dire, bah, on se retrouve avec trop de chevaux, on n'arrive pas à les gérer. Enfin voilà, ça c'était vraiment le scénario que je voulais éviter. Après, moi, j'ai travaillé dans beaucoup d'assauts, dont j'ai travaillé pour World Horse Welfare, qui est une grosse association en Écosse, enfin en Grande-Bretagne. Moi, j'étais en Écosse, mais ils sont aussi en Angleterre, qui a toute une campagne contre la surproduction de chevaux, en fait. Justement parce que c'est un gros problème là-bas. Chaque personne qui a une jument a un peu envie de faire son poulain. Et du coup, nous, dans l'assaut, on récupérait beaucoup de chevaux qui sont victimes de négligence ou d'abandon ou de maltraitance. Et c'est en partie dû au fait qu'il y a une surpopulation équine. Et donc, moi, ça, c'est quelque chose auquel j'ai été très sensibilisée et je l'ai toujours dans un coin de tête quand je fais un poulain, quoi. Il y a toujours un peu cette idée de est-ce qu'il a vraiment besoin d'exister? Est-ce qu'il faut qu'on le fasse ou pas? Est-ce que je suis sûre de pouvoir lui assurer un bon avenir? Donc, c'est des vraies questions, hein. Ouais, la reproduction, ça, je trouve que ça pose beaucoup de questions d'éthique et ça veut pas dire qu'il faut arrêter de reproduire, hein, mais je pense qu'il faut se les poser avant de reproduire en tout cas. Et puis après, il y a eu d'autres facteurs, entre autres le fait qu'on voulait pas forcément que nos juments soient saillies tous les ans. Donc en fait, on faisait plutôt 1 an sur 2 et comme on avait que 2 juments, bah forcément ça réduit. Aussi parce que j'ai fait que des mâles. En fait, sur les 8 poulains qui sont nés, on a eu 7 mâles. Ça, c'est pas de bol. Le but, c'était d'avoir 7 juments. Comme ça. Et du coup, en fait, on a eu une pouliche, mais en 2020. Donc là, elle commence tout juste à être en âge de reproduire. Mais donc, en fait, jusqu'ici, pendant 10 ans, on n'a eu que 2 juments, quoi. Ouais. Dont une qui a eu 2 grossesses sur 4 qui ont été très compliquées, qui ont coûté très cher à l'association et à nous en termes de stress et de fatigue. Et du coup, on a pris la décision d'arrêter de la faire reproduire. Donc en fait, son dernier poulain, c'était Meltem. Meltem, ça devait être 2022. Donc en fait, depuis 3 ans, en plus, on n'a plus qu'une jument qui reproduit. Et le dernier facteur, c'est qu'il a fallu castrer un peu du monde parce que avoir trop d'entiers, c'était sympa, mais ça devenait ingérable pour moi, je m'en sortais plus. Parce que c'est moi qui assure la gestion au quotidien des troupeaux. Donc je suis pas toute seule dans l'assaut, mais par contre, c'est moi qui m'en occupe au quotidien. Et là, trop d'entiers, enfin voilà, j'y arrivais plus. Donc il a fallu castrer. Et en fait, le seul qu'on a gardé entier, pour des raisons stratégiques de lignée et de croisement, du coup, le dernier qu'on a gardé, il n'arrive pas à saillir. Ah, c'est bête. Et c'est bête, ouais. Mais du coup, voilà, ça fait 2 ans, en gros, qu'on n'a pas fait qu'on n'a pas eu de poulain. Même 3, ça fera 3 ans, là, cet été. Mais bon, en même temps, c'est pas la fin du monde parce que c'est pas notre objectif premier, en fait. Donc là, il n'y a pas de poulain en route pour cette année. Non, il n'y en aura pas cette année, j'espère qu'il y en aura l'année prochaine. Est-ce que ça serait du coup avec la pouliche qui est née en France ou avec Ouais. Donc l'entier que vous avez gardé, c'est pas son père. Non, l'entier qu'on a gardé, il peut saillir la pouliche et sa mère. Donc les 2 juments qui peuvent reproduire et qui nous restent, quoi. Ok. Donc en espérant qu'il arrive à tout comprendre comment ça marche. C'est ça, en espérant que cette année ça marche, ouais. Ouais. Ça fait une sacrée aventure, quoi. Ouais, c'est sûr. Et donc aujourd'hui, il y a encore combien de chevaux sur l'association? Parce que donc les poulains, la Plume les Hongres, ont trouvé des familles ou des lieux de médiation pour travailler, si j'ai bien compris. Ouais, alors moi j'ai 6 chevaux là sur place que je gère, répartis en 3 troupeaux, parce que mes mâles ils s'entendent pas. Donc j'ai 3 couples. En
fait, l'association, elle est encore propriétaire de pas mal des poulains. Simplement parce qu'au début, on avait fait le choix de les mettre à l'adoption. On les vendait pas, juste parce que y en a pas beaucoup et que on voulait pas perdre leurs traces. On voulait que les gens se sentent rassurés sur le fait que s'il se passe quelque chose, qu'ils peuvent pas le garder pour une raison de santé, pour une raison de je ne sais quoi, et ils puissent nous le redonner. Et nous, on voulait être sûr que le poney ne disparaisse pas dans la nature, quoi. Donc en fait, en gardant le contrat d'adoption, c'était un contrat tout frais tout gain. On gardait juste la propriété et donc ils pouvaient pas vendre le poney, quoi. Mais depuis quelques temps, on s'est dit que, en fait, au bout d'un certain nombre d'années passées à l'adoption, maintenant, on fait le changement de nom de propriétaire et on leur donne la propriété du cheval. Oui, une fois que l'association se dit bah oui, il est bien à cet endroit-là, il est chez lui. C'est ça. L'objectif est atteint, quoi, de lui trouver un travail, de donner la visibilité à la race. Ouais, exactement. Et du coup, on parle beaucoup de comment t'as amené tout ça aujourd'hui, mais donc tu disais que t'es pas toute seule dans l'association. Qui fait partie de l'association aujourd'hui et qui d'ailleurs qui a pu en faire partie y en a qui sont encore là aujourd'hui, qui étaient là depuis le début. Y en a qui sont partis, il y en a qui sont arrivés. En gros, l'association, c'est donc le conseil d'administration, qui est composé de 7 ou 8 personnes, ça dépend des années, qui m'aident principalement. Alors, c'est pas forcément des gens de cheval, il y en a, mais il y a pas que ça. Mais c'est tous des gens qui sont intéressés par le projet et qui se tiennent au courant de ce qui se passe et qui, du coup, m'aident à prendre les décisions. Ouais. C'est surtout ça. C'est un peu mon conseil stratégique. Même si ils ont pas les mains dedans et qu'ils savent pas forcément comment fonctionne un cheval, c'est des gens à qui je peux exposer les pour et les contre et avec qui je peux faire le tri dans mes idées et puis ils vont m'aiguiller. Et puis, par exemple, quand il a fallu arrêter Pandora de la reproduction, c'était une décision hyper difficile pour moi parce que c'est vraiment une super reproductrice. Enfin, en termes de conformation, de caractère, elle est super. Elle fait des poulains merveilleux, mais c'était trop, quoi. Ça coûtait trop cher à l'assaut. On n'était pas sûr de pouvoir assumer si ça se reproduisait. Et du coup, ils ont été d'une grande aide pour me dire, là, le choix de la raison, c'est d'arrêter, quoi. Donc, tout ce qui est castration, trucs comme ça, c'est vraiment des choses que je vais discuter avec eux. Et c'est trop chouette. Après, dans la gestion au quotidien, il y a tous les gens qui s'en occupent quand moi, je peux pas, déjà. Donc, j'ai une équipe de relais sur place pour quand je suis pas là, ou que je pars en vacances, ou que je suis malade, ou de gens qui se sont pris d'affection pour les poneys et qui sont très contents de venir s'en occuper. Ça a bien marché, hein, je veux faire connaître que c'est des super poneys. Ça a bien marché, du coup. En fait, ça, ils travaillent tout seuls, hein, ils sont hyper forts. Mais c'est vrai que tous les gens qui les rencontrent, ils sont sous le charme, quoi. Ouais. C'est des super dragueurs. Donc ouais. Et après, dans les adhérents de l'association, il y a aussi toutes les personnes qui veulent soutenir le projet. Et pour inciter les gens à adhérer, en général, j'offre des réductions sur mes prestations de comportementaliste ou d'autres choses. Enfin voilà, j'essaye de trouver des intérêts à adhérer, quoi. Ouais. Justement, il y a un truc, un projet cette année pour donner de la visibilité à comment ça se passe avec tous ces chevaux qui s'appelle 4 à la maison, auquel tu donnes accès aux adhérents de l'association, si je me trompe pas. C'est ça. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, parce que je trouve que c'est assez intéressant. Ouais, en fait, c'est parti de l'idée que moi, j'ai l'impression de faire énormément de choses avec les chevaux, mais quand les gens me demandent ce que je fais, je trouve ça toujours très difficile de leur répondre. Parce que ce que je fais, c'est jamais des choses très concrètes. Je les travaille pas au sens qu'on entend du terme, enfin, c'est-à-dire que je leur apprends pas forcément à faire des choses, mais en fait, je les travaille quand même au quotidien. Et j'étais organisée d'une certaine façon depuis 4-5 ans, et là, j'ai perdu un terrain d'hiver, et donc il a fallu que je me réorganise complètement. Et ça a impliqué pas mal de changements pour les chevaux, dont le fait que Echo, l'entier, allait avoir d'autres chevaux à vue. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour lui parce qu'Echo, il est réactif. Et donc, voir, sentir, entendre d'autres chevaux, c'est très compliqué pour lui. Et en fait, ça m'a pris 1 an de réflexion. Donc ça, je l'ai su à l'automne de l'année dernière. Et je me suis rendu compte que j'y réfléchissais toute l'année pour savoir comment est-ce que j'allais préparer ce changement de situation. Et je me suis dit que... Et pour les gens qui suivent les troupeaux et qui s'intéressent à l'association, et pour moi et mes élèves comportementalistes, ça pouvait être un processus hyper intéressant de voir toutes les réflexions par lesquelles j'ai été obligée de passer, toutes les choses que physiquement on a mis en place, comment s'est déroulé le truc, et du coup de permettre aux gens de rentrer vraiment dans notre quotidien, quoi.
Donc l'idée c'est d'expliquer le cours de le chemin de pensée que j'ai suivi, mais aussi la mise en place, tout en apportant un peu des aspects théoriques, parler de qu'est-ce que c'est la réactivité, pourquoi est-ce que Echo il réagit comme ça, pourquoi je peux pas mettre mes mâles ensemble par exemple, parce que ça interroge beaucoup de gens. Quelles sont toutes les stratégies qu'on met en place au quotidien pour mieux vivre tous ensemble, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et donc l'idée c'est qu'il y a des articles très courts sur Insta juste pour tenir un peu les gens au courant. Et il y a des articles très longs pour le coup sur le site de Bouillon de Poney qui est accessible à tous les adhérents. Donc ça c'est... En fait, si on veut soutenir l'association aujourd'hui, on peut adhérer à Bouillon de Poney. Et le bonus, c'est qu'on gagne l'accès à ces articles. À ce journal de bord, ouais. Exactement. En fait, pour soutenir l'asso, il y a 2 moyens principaux. Il y a l'adhésion qui coûte 15 €, qui amène donc des réductions sur certains de mes stages, et l'accès à ce journal de bord. Et il y a le teaming, qui est, je sais pas si tu connais, mais c'est le fait de donner 1 € par mois. Donc on s'inscrit, on donne 1 € par mois, on peut pas donner plus. Mais en fait, plus il y a de gens qui le font, et plus nous, ça nous fait un revenu fixe qui nous permet de nous projeter un peu sur des éventuels achats ou des investissements. Ouais. On mettra tout ça dans la description de l'épisode pour que vous puissiez retrouver toutes les informations. Trop chouette. J'ai l'impression qu'on a dit plein de choses déjà. Il y avait des choses que toi, t'avais envie de partager peut-être? Envie de rajouter là-dessus? Eh ben, je sais qu'il y a une question qu'on me pose souvent. Du coup, je vais y répondre comme ça si jamais ça interroge quelqu'un. Mais en fait, souvent, on me demande pourquoi la race, elle est en voie d'extinction. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a de moins en moins? Et en vrai, elle est en voie d'extinction parce qu'il y en a très peu, mais en fait, depuis quelques années, le chiffre, il tend à réaugmenter. Justement parce que les élevages ont mis en place des programmes ils essayent quand même tant bien que mal de reproduire. Nous, on a repris. Enfin, voilà. Il y a quand même, en tout cas, ça a arrêté de diminuer et ça tend plutôt à augmenter très très doucement. Mais en tout cas, ça a arrêté de diminuer. Il y a 3 raisons principales au fait que la race ait des très petits effectifs. Déjà, c'est une race qui est née sur une île. Donc, en fait, par définition, l'île étant pas très grande, il pouvait pas y avoir non plus un chiffre énorme de ces chevaux-là. Il y a le fait que, en fait, après la crise de 2008, la Grèce, les Grecs ont eu des gros soucis financiers. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont relâché leurs chevaux parce qu'ils pouvaient plus s'en occuper. Et en fait, à Skyros, donc l'île de Skyros, elle est divisée en 2. Il y a la partie sud qui est plutôt aride et montagneuse, et il y a la partie nord qui est plutôt verte, où il y a de l'agriculture et des habitations. Et donc, les chevaux, ils vivaient dans le Vouno, donc la partie sud, en liberté. Et en fait, au printemps, quand ils commençaient à remonter pour chercher un peu d'eau, et ben les Grecs, les gens de Skyros les capturaient, s'en servaient pour la saison d'agriculture et les relâchaient à l'automne. Et donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui les ont relâchés dans le Vouno, qui ont relâché leurs ânes en même temps. Et du coup, il y a une grosse concurrence chevaux-ânes, qui fait qu'en fait, il y a eu beaucoup de mules dans le Vouno, mais moins de naissances de chevaux de Skyros. Et en même temps, il y a eu beaucoup d'aide au pâturage de chèvres en Grèce. Il y a eu toute une campagne pour promouvoir la chèvre. Et donc, il y a eu beaucoup d'installations de chèvres et donc une très, très grosse concurrence au niveau de la nourriture pour les chevaux de Skyros. Donc, tous ces facteurs mis les uns sur les autres font que ça a été un peu compliqué pour la race de survivre, quoi. Puis peut-être aussi, aujourd'hui, ils en ont peut-être aussi moins besoin pour l'utilisation, pour les travaux des champs, qui pouvaient en être faits il y a même encore 50 ans, c'est ça. Il y a eu la mécanisation par-dessus tout ça qui fait que les gens, en fait, ont arrêté. Le cheval de Skyros, en fait, il servait beaucoup à battre le grain. Donc, ils les attachaient par 4 et ils les faisaient courir sur une dalle de béton pour que, en fait, avec leurs petits pieds, ils viennent séparer le grain de la cosse. Et effectivement, après, ils ont eu des tracteurs comme tout le monde et donc ils ont arrêté de se servir du cheval de Skyros pour ça. Mais c'est resté quelque chose de très intégré dans leur culture. Donc, chacun avait son Skyros au fond du jardin. Il y avait vraiment ce truc-là, ils s'en servaient pour aller au marché ou ils s'en servaient pour rien, juste pour le plaisir d'avoir un poney, quoi. Mais ça, avec la crise financière, ça a été plus... Moi, je pense qu'il me reste une question qui est finalement, au bout de 12 ans d'association, quelles sont un peu les conclusions que tu tires tout ça, les évolutions que tu as pu observer, qu'est-ce que ça a amené ces 12 années de travail sur la préservation et la visibilité de la race? Eh ben, ça m'a confirmé dans l'idée que je suis pas très bonne en com. Parce que je pense que ça aurait pu être fait beaucoup mieux et que le cheval de Skyros pourrait être beaucoup plus connu après 12 ans de travail. Mais moi, ça m'a beaucoup fait évoluer sur ma pratique.
Enfin, en fait, ils m'ont confrontée à des choses auxquelles j'avais jamais été confrontée avec les chevaux que j'ai croisés jusqu'ici. Et puis, en fait, je vois l'effet qu'ils ont sur tous les gens autour de moi et tous les stagiaires qui viennent et tous les gens qui les rencontrent. Et je pense qu'ils méritent vraiment d'être connus, quoi. Donc, en fait, je pense que ça a pérennisé le projet dans ma vie, quoi. De quelque chose qui était un peu temporaire. Je pense que c'est clairement mon projet de vie et j'en suis trop contente. Oui, il y a quelque chose d'unique dans la race, finalement. Ouais, moi, vraiment, je vois ça chez aucun autre cheval. Moi, je suis curieuse de... Ouais, c'est quoi ces trucs que tu as appris spécialement avec eux? Et ben déjà, c'est eux qui m'ont envoyé dans le R+, clairement. En fait, j'ai appris aussi de la frustration, et du coup, la gestion de la frustration. Il y a un épisode en entier du podcast, si vous voulez écouter Clio en parler, c'est passionnant. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est vraiment eux qui m'ont mis face à tout ça, parce que je pense que j'avais jamais été confrontée à des chevaux qui aimaient trop l'humain. Ah, tu m'étonnes. Et à côté de ça, ils sont très entiers dans leurs émotions. Alors, j'aime pas trop dire ça fait un peu cliché, mais je trouve que c'est des chevaux qui sont très difficiles à casser. En fait, je pense que moi, j'ai toujours été habituée, dans ce que j'ai appris et dans ce que j'ai fait, à finalement casser plus ou moins le cheval et à réussir à obtenir ce que je voulais assez facilement de la part d'un cheval. Et avec eux, je me suis vraiment confrontée à un mur. Et je peux pas dire qu'ils ont un fort caractère ou qu'ils sont têtus ou quoi que ce soit, parce que c'est des amours et c'est les chevaux les plus gentils et les plus curieux que je connaisse. Mais c'est des chevaux sur qui mes méthodes traditionnelles qui marchaient sur tous les autres chevaux, avec eux, ça marchait pas, quoi. Genre, il y a une forme d'assurance et de confiance en eux qui est peut-être plus forte. Ouais, je pense qu'il y a un côté où ils vont moins facilement se résigner et plus aller à l'attaque, quoi. Ils vont lutter, quoi. Et ça fait 1m10, mais c'est pas grave, ils sont costauds, quoi. qu'1m10, mais en fait, ça aurait été facile en plus de continuer dans cette voie-là, justement parce qu'ils font 1m10. Ouais. Et je pense que j'aurais pu me laisser convaincre que il suffisait de leur rentrer dedans et ça allait finir par marcher. Mais je veux dire, en fait, j'avais l'impression d'être obligée de leur rentrer dedans trop souvent, trop fort, pour trop peu de résultats. Ouais. Et ouais, je pense qu'ils ont vraiment ce truc ils ont hyper envie d'être avec nous, mais pas à n'importe quel prix. Ouais. Et ça, moi, ça m'a vachement interrogée. J'ai eu besoin de me rendre désirable à leurs yeux. Ouais. Et du coup, ouais, ça m'a beaucoup fait évoluer. Et en fait, comme ils ont ce truc aussi où ils vivent un peu toutes leurs émotions très intensément, la frustration, c'est un gros problème chez eux. S'ils peuvent pas obtenir ce qu'ils veulent, c'est très compliqué. Voilà, tout est... Alors, la peur, c'est vraiment pas un souci, mais la frustration, chez eux, c'est une grosse problématique. Ouais. Quand tu dis ça, je comprends aussi pourquoi tu dis ça fait des bons chevaux de médiation. Parce que finalement, c'est des chevaux qui savent se montrer et donc être présents dans l'échange, quoi. Tout dépend de la vision qu'on a de la médiation. Je trouve que la médiation, c'est comme l'art pro. En fait, ça pose de grosses questions éthiques. On en discutait encore l'autre jour avec quelqu'un qui fait ce travail-là. C'est très difficile parce qu'en fait, si tu veux gagner ta vie, il faut avoir plusieurs chevaux qui travaillent bien. T'as pas beaucoup de temps et moi, pour avoir travaillé un peu là-dedans, je trouve que si tu veux faire de la jolie médiation, oui, il faut des chevaux qui soient tous au fraisinier, qui aient un peu de répondants, et il faut pouvoir s'adapter à chaque situation. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut avoir du temps pour chaque cheval aussi, parce qu'en fait, on va quand même lui demander de prendre sur lui pendant les séances. Donc, il faut accepter de prendre du temps pour lui après les séances. Il faut réfléchir à tout ce qu'il va falloir lui apprendre en amont pour qu'il puisse gérer correctement ses séances. Enfin bon, bref, du coup, c'est vite... c'est vite une grosse problématique, je trouve, la médiation. Mais oui, moi, je trouve que c'est ce qui en fait des super chevaux. C'est qu'ils ont une communication hyper intéressante. S'ils n'ont pas envie d'être là, ils vont vite le montrer. S'ils ont envie d'être là, ça se voit tout de suite. Il y a vraiment quelque chose dans l'échange avec eux qui est passionnant, ouais. Oui, donc c'est encore un sacré défi pour l'assaut de trouver les bonnes familles avec tous les critères réunis, quoi. Ouais, et puis je peux même pas les vendre comme des chevaux faciles. Parce qu'en fait, ils sont pas faciles. Ils sont géniaux, mais c'est pas des chevaux faciles. C'est des chevaux qui vont avoir une tendance à mordre, ils vont avoir tendance à arracher les anoraks et fouiller les poches, ils vont pouvoir vite taper du pied, ils savent se faire comprendre. C'est ça, disons que ça demande du travail. Ouais. Après, ça en fait des individus à part entière. Ça doit être... Ouais. Ça me donne envie de les rencontrer. Je suis un peu loin de toi, mais... Ah ouais, ouais. Je sais pas s'il y en a par chez toi.
T'es où, toi? Dans la Marne, dans le Grand Ah ouais. Est, à 2 heures à l'est de Paris. Ah ouais. Non, j'ai personne par là-bas. Ah bah si, non. J'en ai un à Nancy, mais Ouais, c'est à ça 2 fait heures loin, chez ça aussi. moi. Ah ouais, bah écoute, si Voilà. jamais un jour, j'en ai un à Nancy. Ok. Mais Et, c'est vrai qu'ils ont, enfin, toutes les personnes qui les ont rencontrés sont quand même assez unanimes sur le fait qu'ils ont quelque chose, quoi. il y a des possibilités de les rencontrer, peut-être dans les stages que tu organises ou pas? T'organises aussi des choses chez toi? Alors, j'organise assez peu de choses chez moi parce que j'habite au bout du monde et que, en fait, les gens ont du mal à venir jusqu'ici. Mais par contre, c'est toujours ouvert. Donc, si jamais les gens passent dans le coin, il suffit de me passer un coup de fil et moi, je vais de toute façon voir les chevaux tous les jours. C'est toujours un plaisir d'emmener les gens avec moi. Donc, ouais. Après, au niveau de l'asso, bah, il y a l'assemblée générale qui a lieu une fois par an, Mm. qui se passe ici et où, du coup, à chaque fois,